Ah, les films d'horreur, quelle merveille! Que ce soit du slasher, ou found footage, ou creature features, les films d'horreur, c'est toujours quelque chose qui me passionnera. Mais dans tous les types de films d'horreur que je viens de nommer, il y en a un que j'affectionne un petit peu plus que les autres. Et ce type, c'est le body horror. Je sais que comme ça peut paraître bizarre, mais vraiment, le body horror, j'aime beaucoup. Mais attention, il y a quand même quelques conditions à cela. Il faut que ce soit créatif et que les effets spéciaux soient pratiques, sinon je m'en crisse un peu de ton body horror. Et dans le domaine des effets pratiques horrifiques bien dégueulasses, c'est clairement les années 80 qui remportent le trophée. Que ce soit The Blob, From Beyond, Brain Dead et le roi de tous, Society, dont voici un court extrait. Hey, Bill! Si le film que je regarde contient des transformations physiques avec des effets pratiques, mon appréciation de celui-ci sera automatiquement augmentée. Et dans tous ces films aux effets pratiques horrifiques que j'adore, il y a La Mouche. Je n'ai pas vu la version de 1958, mais je peux tout de même affirmer que La Mouche de David Cronenberg, c'est un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. Que ce soit ses personnages attachants, ses acteurs au top, ses excellents effets spéciaux et à l'histoire, qui même si c'est un remake reste un scénario brillant, La Mouche, c'est un film que j'affectionne particulièrement. Donc quand c'est venu à sa suite sortie un an plus tard en 1989, j'étais très enthousiaste, malgré les critiques qui ne cessaient de le descendre. Je veux dire, elle était réalisée par le type qui gérait les effets spéciaux dans le premier, Eric Stoltz avait le rôle principal et Christopher Young s'occupait de la musique. Donc tous les indices pointaient vers une bonne suite. Et contre toute attente, j'ai adoré le film. C'était loin d'être un chef-d'œuvre, mais n'empêche que j'ai passé un très bon moment. Ce qui fait que quand les gens disent que La Mouche 2 est une des perçues de tous les temps, je ne peux m'empêcher d'être en désaccord. Donc si vous voulez bien, j'aimerais vous expliquer pourquoi je considère La Mouche 2 comme une bonne suite. La Mouche 2 prend place quelques temps après les événements du premier film, où cette fois nous allons suivre Martin Brundle, le fils de Seth Brundle, dont la naissance a malheureusement coûté la vie à sa mère. Possédant les gènes de son père, Martin n'est évidemment pas un enfant normal. Il est extrêmement intelligent, mais à une vitesse de croissance anormalement rapide, au point où, à ses 5 ans, il a l'air d'en avoir 25. Cette particularité chez lui va donc faire en sorte qu'il se fera élever par des scientifiques dans un laboratoire dont un des projets est de faire fonctionner la machine à téléportation de Seth. Cependant, à cause des gènes de son père, Martin possède aussi un ADN de mouche, ce qui va faire en sorte que lentement mais sûrement, il subira aussi une transformation physique et mentale avec les scientifiques qui comptent bien prendre avantage de cette transformation. Bon, comme je l'ai dit dans mon intro, La Mouche 2 est très loin d'être un film parfait. Il ne faut pas être génie pour comprendre les choses qui ne vont pas avec cette suite. Tellement qu'au premier abord, je peux comprendre les gens qui n'aiment pas ce film. Les arguments qui vont contre lui sont totalement valides. Donc je propose que pour vraiment comprendre pourquoi j'aime La Mouche 2, je vais commencer à mettre en considération ses défauts. Déjà, je suis d'accord, l'histoire est lisse comme pas possible. Je veux dire, j'ai rarement vu un scénario aussi prévisible. Pendant la moitié du film, on essaie de nous faire croire que les scientifiques sont des gentils, alors que c'est clair comme le verre que ce n'est pas le cas. Vous allez me faire croire qu'enfermer un mec pendant les 5 premières années de sa vie en lui faisant faire expérience après expérience, c'est supposé être bienveillant? Pas une seconde on réussit à nous faire croire en cette merde. Donc quand on nous balance la révélation qu'ils sont méchants, c'est d'un découragement pas possible. Et cette fameuse transformation, c'est beaucoup moins efficace que dans le premier. Majoritairement à cause que cette intrigue commence seulement après la moitié du film. Mais la raison pour cela, c'est que le scénariste souhaitait sans doute se concentrer sur d'autres parties de l'histoire. Et en vrai, je suis d'accord, qu'au moins ça fait un film différent. Je veux dire, est-ce que ça vous aurait vraiment tenté d'encore patienter 1h30 que le mec se transforme alors qu'on sait déjà ce que ça donne dans le premier film? Je pense donc que le fait d'avoir accéléré le processus, c'était vraiment une bonne idée. Par contre, toute la partie où Martin essaie de s'enfuir paraît juste comme une énorme perte de temps, car le tout finit par juste lui et sa partenaire qui se rendent à la fin. Pour le fameux troisième acte que tant de personnes n'aiment pas, je trouve qu'il est cool pour beaucoup de raisons que j'expliquerai plus tard, mais ça reste qu'il y a vraiment des parties où ça ralentit beaucoup trop. Ce que je veux dire par là, c'est que le métrage fait quelque chose qui m'a toujours énervé dans les films d'horreur, c'est-à-dire nous montrer un perso qu'on ne connaît pas, se promener à la recherche de quelque chose en sachant pertinemment qu'il va se faire tuer. Je sais pas pour vous, mais ce genre de scène, c'est de l'effet d'un somnifère pour moi. Je n'arrive simplement pas à les trouver stressantes, ce qui fait que quand je retrouve ce genre de moment dans la putain de suite à La Mouche, ça m'énerve encore plus. Surtout que dans cette scène, les personnages qui se font tuer des manières les plus violentes, ce ne sont pas ceux qu'on nous a fait détester. Je comprends que l'intention de cette décision est d'accentuer l'aspect horrifique de la chose, car on se sent mal pour la victime, mais ça reste que si vous avez passé 1h30 nous faire détester un personnage, je m'attends à ce que celui-ci reçoive une mort digne de ce nom, et non juste un cri en hors-champ. Donc voilà, c'est vraiment au niveau de l'histoire qu'on trouve les principaux défauts de cette suite. Et même si je suis sûr que d'autres personnes seront capables de me nommer d'autres éléments qui ne vont pas, pour moi, je n'ai que de l'affection pour le reste. Déjà, tous les trucs que je viens de nommer, toutes les merdes que ce film possède, le tout est sauvé par une seule chose, les personnages. Martin Brundle est sérieusement un des personnages les plus instantanément attachants que j'ai vu dans un film d'horreur. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais je pense que c'est surtout à cause de son acteur Eric Stoltz, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas vu tant de sa filmographie, mais Eric Stoltz, c'est un de ces acteurs qui, peu importe comment il joue, est immédiatement attachant. Surtout que même si pas parfaite, sa performance dans le film est très bonne. Il y a une sincérité qui se dégage de lui, une envie de bien faire qui transperce l'écran et qui donne donc un personnage mémorable sur bien des niveaux. Tellement que même si l'histoire est en effet prévisible, voir Martin découvrir par lui-même ce qui se passe, c'est quelque chose de quand même triste à voir.
Et dans les parties où les effets de la transformation commencent à atteindre son cerveau, je trouve que sa performance est très creepy, surtout dans cette scène où en plein milieu de la nuit, il se met à se parler à lui-même d'une manière très étrange et inquiétante. La même chose peut être dite sur le personnage de Beth, qui même si le fait qu'elle tombe en amour avec Martin paraît un peu forcé, le fait que les deux aient une bonne dynamique sauve le truc. Et au contraire de ce que beaucoup de personnes pensent, je trouve que la transformation finale de Martin est très cool. Dans le premier, la transformation finale de Seth était une créature faible et qui attirait la pitié. Mais ici, c'est totalement le contraire. La créature dans laquelle Martin se transforme est assez intimidante et agressive, avec beaucoup de moments gore qui sont sympas à regarder. Même qu'au niveau coréen, ça fonctionne. Car avant de se transformer, Martin était surtout guidé par sa colère envers les gens qui l'avaient manipulé. Donc quand il se transforme, c'est logique que la personnalité de la créature soit plus hostile et en quête de vengeance. Mais c'est plus au niveau de certaines scènes et d'idées individuelles que cette suite excelle le plus. Je peux par exemple penser à cette fameuse scène dans le motel, mais aussi à d'autres qui sont tout autant efficaces. Ça peut paraître petit, mais juste la partie où Martin se retrouve enfermé dans un cocon avec des scientifiques qui le regardent sans l'aider, c'est assez terrifiant comme concept. Imaginez être au courant que dans quelques heures, vous allez perdre votre aspect humain et que la dernière chose que vous voyez, ce sont les personnes avec qui vous avez passé toute votre vie qui sont contentes de votre sort. Je trouve que c'est une idée assez terrifiante. Tu rajoutes à ça des effets spéciaux exceptionnels et bien dégoûtants, on a une scène assez marquante. Mais ça, c'est de la petite bière comparé à ce que je m'apprête à vous parler. Et non, ce n'est pas la fin, car ça, j'y reviendrai plus tard, mais c'est cette fameuse scène du chien. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je veux parler, il y a une partie dans le film où les scientifiques testent les télépodes sur un chien. Malheureusement, l'expérience ne fonctionne pas et le chien finit par supposément mourir dans d'atroces souffrances. Je suis d'accord, juste ça, c'est assez chaud. Mais c'est la révélation qu'ils font après qui est atroce. C'est quelques temps plus tard que Martin va découvrir une pièce secrète dans le labo. Et qu'est-ce qui se cache dans cette pièce secrète? Le chien cobaye, toujours en vie, mais atrocement déformé et évidemment dans d'horribles souffrances. Calez ce que cette scène est une torture à regarder. C'est triste, dégueulasse, enrageant, bref, tous les trucs négatifs qui peuvent être ressentis sont ressentis. Toute la partie où Martin donne des caresses au chien pour une dernière fois pour ensuite le libérer de ses souffrances est exécutée d'une façon brillante. Que ce soit l'acting d'Eric Stoltz aux effets spéciaux dérangeants, la musique de Christopher Young et surtout les pleurs persistants du chien, je peux dire que cette scène est facilement dans les plus marquantes de tous les films que j'ai vus. Mais on peut pas juste nous balancer une scène comme ça, me direz-vous. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Et bien à ça, j'ai à vous répondre que c'est pour nourrir la haine que nous devons ressentir pour le Dr Bartok. Le personnage en lui-même n'a rien de très spécial. Je veux dire, le patron scientifique qui sacrifie tout pour ses recherches, même les vies humaines, c'est assez déjà vu. Mais ce n'est pas le personnage qui m'intéresse, mais c'est ce qui lui arrive. Vous avez sans doute remarqué que j'ai dit que vous devez ressentir une haine pour ce mec, car sinon, l'effet de la fin est un peu gâché. Et je vais vous le dire tout de suite, cette tâche est réussie. Ce qu'il fait subir à Martin est déjà assez horrible, mais cette révélation du chien, c'était le coup nécessaire pour faire en sorte qu'on puisse apprécier la fin comme elle le mérite. Après plusieurs péripéties et meurtres sanglants, la créature de Martin va prendre sa revanche en enfermant le Dr Bartok avec lui dans un des télépodes. En faisant cela, Martin transfère les gènes de mouche qu'il a à l'intérieur de lui dans le corps du Dr Bartok. Ce qui, comme vous l'attendez, ne donne pas un très bon résultat. Donc encore une fois, déjà là, c'est un sort assez horrible, mais mérité. Mais ce qui se passe ensuite, c'est un autre niveau de karma. Parce que oui, comme vous l'avez sans doute deviné, les scientifiques ne vont pas tuer le docteur pour le libérer de ses souffrances, mais vont le garder en captivité exactement comme il l'avait fait avec le chien. Et ceci est montré dans une scène qui constitue une des meilleures fins du cinéma d'horreur. Déjà, les effets spéciaux sont superbes. J'ai vu du monde dire qu'ils ne sont pas bons, mais dans mon cas, je les trouve parfaitement convaincants, avec le design de la créature qui est cauchemardesque, mais qui attire la pitié. Et c'est exactement ce qui est génial avec cette scène, car si le film n'avait pas fait un aussi bon travail à nous faire détester ce personnage, ben la pitié qu'on ressentirait pour lui serait démesurée. C'est sérieusement une des punitions les plus horribles que j'ai vues dans un film. Il suffit juste de se mettre à sa place 2 secondes pour comprendre. Car quand la caméra zoome sur ses yeux, ceci nous faut comprendre que le docteur est toujours là, qu'il reste une partie de son intelligence dans cette créature, ce qui veut dire qu'il est parfaitement conscient de ce qui se passe, et surtout, ce qu'il est, un monstre impuissant qui est condamné à ramper pour de la nourriture jusqu'à la fin de ses jours, son côté animal le forçant à survivre. Et cette fin pour moi est excellente sur bien des niveaux. Car même si au premier abord, le sort que le docteur subit semble mériter, ben c'est tellement horrible qu'on a toujours cette partie de pitié pour lui. Le nombre de questions et de débats intérieurs que cette fin déclenche pour moi est donc la raison pour laquelle elle est si incroyable. Avec bien évidemment ce plan final qui nous rappelle que tout cela a commencé par une simple mouche. Donc ouais, j'adore La Mouche 2. C'est une suite qui certes a beaucoup de défauts, mais dont les qualités sont assez grandes pour que je la considère comme excellente. Je veux dire, les effets spéciaux sont excellents, la musique de Christopher Young est mémorable et grandiose, les personnages sont attachants et les acteurs font un excellent boulot. Ce n'est que dans le script qu'on trouve la plupart des défauts, mais même là, ce n'est pas si grave que ça. Car le nombre de scènes qui, juste après mon premier visionnage, sont restées gravées en moi, ben c'est assez pour que je pardonne la prévisibilité du scénario. Alors à ceux qui n'aiment pas cette suite, mais qui ne l'ont pas vue depuis longtemps, allez lui donner une deuxième chance. Elle mérite clairement de se faire regarder avec une nouvelle perspective. Et ça, c'est la même chose pour les gens qui ne l'ont pas vue. Si moi j'ai réussi à prendre du plaisir à regarder cette suite, eh bien je suis pas mal sûr que certains d'entre vous le feront aussi. C'est donc sur ça que je vous laisse. J'ai pas mal rien d'autre à dire, donc je vous dis...